Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous et bienvenue au Café Presse Politique. Il est 18h et nous sommes en direct sur Radio M. Et pour commenter l'actualité palpitante de cette semaine, j'ai avec moi Abed Sharif. Bonsoir Abed. Bonsoir. Bonsoir Saïd Jafar. Bonsoir. Bonsoir Al-Qadi Hussein. Bonsoir. Bonsoir Akram. Bonsoir. Ammar Ingrashin va nous rejoindre d'un moment à l'autre et on va pas l'attendre, il arrivera quand il arrivera. En attendant, j'aimerais savoir quelle est l'image qui vous a marqué cette semaine. Je commence par toi, Akram. Ok, moi c'est les 177 migrants qui sont morts noyés en Libye cette semaine, dans l'indifférence totale, sans qu'il n'ait fait les unes des journaux nulle part dans le monde. Ce sont des migrants, même moi je n'ai pas lu cette information. Oui, il y a eu deux petites embarcations qui ont coulé avec 117 et une soixantaine. Cette semaine. Cette semaine. Bon. Donc avec le froid qu'on a vécu cette semaine, on peut imaginer dans quel état était la mer. Oui. Écoute, Akram, moi j'espère qu'on pourra faire une deuxième partie sur le sujet de l'immigration clandestine, si l'actualité politique ne nous empêche pas. Ihsan, quelle est ton image de la semaine? C'est on va dire une émotion, triste, parce que on a tenté quelque chose sur Radio M. On a fait un débat dans le Café des Experts Éco, le concurrent de Tontalk, qui avait comme thème la frontière algéro-marocaine est ouverte. Qui va gagner, qui va perdre? Les filières, les entreprises, etc. Et donc, on a eu un excellent débat avec des gens qui connaissent le sujet, et puis un exportateur vers la Tunisie et intéressé par l'exportation vers le Maroc, Slimane Mani, patron de NCA. Et il y a eu un déluge d'insultes sur les commentaires de YouTube. Il y a eu 250 commentaires dès les 3-4 premières heures de la publication de la vidéo. C'était impressionnant. Au départ, surtout du côté algérien, ensuite du côté algérien et marocain. Et on se rend compte qu'en fait, les esprits, ces gens-là qui interviennent, seraient pour la majorité contre l'ouverture de la frontière et considèrent qu'on est très bien chacun dans son coin comme ça. Ça m'a beaucoup marqué, ça m'a fait mal. Ils sont peut-être majoritaires sur les réseaux sociaux, mais peut-être pas dans la réalité. Ils ne sont pas forcément les plus... Non, pas de quoi déprimer, c'est quelque chose qu'on connaît, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Enfin, ils ne sont pas forcément représentatifs, mais ils sont en général hyperactifs. C'est très souvent, c'est un match de bas étage entre Marocains et Algériens. Voilà. Donc, moi pour rester... Entre Aïacha et Chiyaté. Ouais, exactement. Voilà. Quitte à déplaire, je vais encore parler de Mouloud Hamrouch. Oh, mais tu ne déplais pas, tu ne déplais pas. Voilà. Il y a eu un entretien dans le Khabar qui est, à mon avis, d'une clarté confondante. Maintenant, j'avais une intuition avant, et je la confirme de plus en plus. En fait, les gens surréagissent sur Hamrouch parce qu'en général, il dit « Nous avons tous échoué. Nous sommes dans un échec monumental et il n'y a pas de solution miracle. Il faut se mettre au travail. » Voilà. Et en général, ça déplaît. Les gens aiment, on leur dit « Voilà ce qu'il faut faire. » Il n'y a pas... Voilà. C'est plus compliqué que ça. Abed, qu'est-ce qui t'a marqué, toi, cette semaine? C'est la réaction à une polémique franco-italienne. Donc, l'extrême droite italienne accuse la France d'appauvrir l'Afrique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la réaction des Africains sur ça, sur cette affaire-là. Ils applaudissent l'extrême droite italienne, xénophobe, raciste, comme quoi il y a des causes justes qui peuvent entraîner vers des rivages terribles. Ah, eh bien, voilà.
Et Ammar arriva. Tu arrives. C'est quoi ton événement, Ammar? Vite, vite. Tu arrives, attends, non, laisse-le. Tu peux. L'événement, c'est le fait que je revienne au CPP, peut-être. Il t'accuse en sous-main de l'avoir ostracisé. Hein, pas du tout, pas du tout. Il sait qu'il ne l'est pas. La semaine dernière, il était invité. C'est lui qui ne m'avait pas répondu. Donc, on commence tout de suite notre première partie du CPP. Par une question que je pose. Pourquoi participer à une élection fermée? Vous l'avez peut-être déjà oublié, mais pas plus tard que mercredi dernier, lors du précédent CPP, nous étions encore à nous demander pourquoi la convocation du corps électoral se faisait attendre. Et si cela voulait dire que l'élection serait reportée. Eh bien non, un petit ouf de soulagement a accompagné la convocation du corps électoral vendredi dernier. Ils n'iront pas jusqu'à reporter l'élection pour permettre au président de mourir au pouvoir sans avoir à se présenter à une énième élection. Voilà où nous en sommes. La barre de nos ambitions de simples citoyens d'un pays libre descend de plus en plus bas. L'élection aura bel et bien lieu. Même si c'est une élection fermée, même si à regarder les journaux de 20 heures de la télévision nationale, on sent la fébrilité des préparatifs dans la maison du 5e mandat. Alors je vous pose la question, messieurs. L'APS nous donne les communiqués du ministère de l'Intérieur de manière récurrente. Presque enthousiasme du nombre de candidats. Aujourd'hui, mercredi 23 janvier, il y a 12 présidents de partis politiques et 50 prétendants libres qui ont retiré les formulaires pour être candidats. Alors, pourquoi, d'après vous, cette bousculade? J'ai peur que tu te parce qu'il y en a un parmi eux qui est présent au CPP. Tellement il y en a. Pas encore. Alors, ça risque d'arriver dans pas longtemps. Pourquoi cette bousculade aux portes d'une élection qui ne réunit pas les conditions? Akram. Pourquoi cette bousculade? Oui. Parce qu'il n'y a pas de la place à prendre. Parce que non, pas pour ça. Non, je pense que c'est plutôt exactement. Je pense que ça, le quart d'heure de pub qu'on s'offre, Nahar parle de toi, Chourouk parle de toi, et donc il faut se montrer et dire n'importe quoi, et voilà. Tout à fait d'accord. C'est exactement ça. En fait, on a un milieu politique, on a tellement peu d'occasions de parler politique face caméra ou de manière libre en Algérie que ça suscite une envie, un besoin. Et je pense aussi que le niveau a tellement baissé. Il a tellement baissé que aujourd'hui n'importe qui se voit capable de participer à ceci. On l'a vu hier avec des gens. Akram, tu dis deux choses dans ton intervention, quelque chose de très bien. Moi, je trouve il y a un engouement, il y a un désir de participer, de faire de la politique dans ce pays. Et la deuxième chose, c'est pas de faire de la politique, de participer au show politique. D'accord. Ça, c'est positif, non? Pour moi, c'est positif peut-être. qu'il y ait un engouement pour la politique. Je crois qu'il n'y a pas une réponse valable pour tout le monde. Chacun est dans sa logique. Chaque candidat est dans sa logique. M. Abdelaziz Bouteflika est dans une logique de rester au pouvoir, pour mourir au pouvoir. M. Abdelaziz Belaïd sait qu'il n'a aucune chance d'être président tant que Bouteflika est là. Et même après, il sait qu'il a peu de chance. Mais c'est quelqu'un qui a décidé de construire un appareil politique. Il est en train de le monter. Ça vaut ce que ça vaut. On peut être d'accord. Il veut participer au pouvoir, influer, créer un lobby ou la méhem. Mais il est dans une logique. Et c'est une logique qui se tient. Monsieur Benflis est dans une autre logique lui aussi. Il sait qu'il a besoin d'être présent, mais que sa présence est gênante. Et donc, il y va sans y aller vraiment. Et donc, il faut voir le cas par cas. D'accord. Et chacun est dans une logique médiatique, politique, etc. Et on peut les expliquer un par un. Là, tu parles des gens plus ou moins qui faisaient de la politique. Là, on veut éliminer du champ tous les trucs qui sont plutôt farfelus, c'est évident. Oui, mais voilà. Il y a 52. On a clairement deux catégories. Voilà, on a une première catégorie qui est composée de candidats à la candidature qui ne feront rien au-delà de l'échéance. Voilà. Et on a des candidats potentiels. Voilà. Ceux-là sont dans un agenda qui, au cas par cas, répond à un quelconque besoin. Ammar, tu veux déjà intervenir ou tu veux attendre le prochain round de questions? Je suis d'accord avec les deux. En fait,
il y a deux catégories de candidats, ceux qui étaient là depuis longtemps, comme Benflis, Abdelaziz Belaïd, qui sont des militants, ils valent ce qu'ils valent, mais ils sont là depuis longtemps. Ils ont des objectifs qu'on peut discuter, mais pour les autres, je crois que c'est le fruit d'un processus. Bouteflika a réussi ce que la colonisation, en 20 ans, ce que la colonisation a échoué en 130 ans. Pendant la colonisation, on avait quand même une classe politique assez épaisse, assez sérieuse. Mais après, depuis la venue de Bouteflika, il a fait le vide autour de lui, de telle sorte que aujourd'hui, n'importe quel kidam peut se prendre pour un candidat potentiel à la présidence, et on voit des guignols qui n'apportent absolument rien ni au débat ni à quoi que ce soit. Amal, ça, je pense que c'est pas quelque chose qui est unique à l'ère de Bouteflika ni à l'Algérie. Hein. Chaque élection importante dans un pays, y compris dans les pays démocratiques, il y a toujours des gens un peu marginaux, un peu qui. Ils sont trop nombreux, j'ai l'impression. Ils sont trop visibles. Trop visibles, trop nombreux. Voilà. On peut s'interroger peut-être justement sur la manière dont les médias les rendent excessivement visibles. Parce qu'en principe, il y a une gradation dans le traitement qui fait mal, on les rend, et avec un côté évident de rigoler, hein, de se moquer. Ça existe. Moi, ça me gêne pas du tout, parce que je me rappelle quand, après octobre 88, avec l'ouverture démocratique et donc la création de partis nouveaux, on a eu le même folklore avec le nouveau dirigeant de parti. Tout à fait. Et puis, le temps a fait son œuvre. Et il faut bien reconnaître que la période qui a été la plus prolixe pour donner naissance et révéler des hommes politiques, c'est quand même cette période-là. On a rapidement évacué tous les farfelus et ne sont restés que les plus costauds et ceux qui représentaient les grands courants politiques. Donc, ça, ce côté folklorique n'a vraiment aucune importance. C'est pas ça. Alors, pour à l'intention de nos auditeurs, dans le making-of du CPP, comme dirait Hussein, certains journalistes ont demandé à ce qu'on n'utilise pas le mot lièvre, qu'on ne fasse pas un débat sur les lièvres, parce que pour eux, cela dévalorise l'action politique et pousse les Algériens à une indifférence totale envers l'idée d'engagement politique. Pourtant, est-ce qu'il est vraiment possible d'éviter cette discussion, puisque dès que les candidats ont commencé à annoncer aux médias leur volonté de se présenter, c'est le mot est partout dans toutes les discussions, surtout sur les réseaux sociaux. Donc, personnellement, je suis contre l'utilisation du terme élection. Tu nous as bluffé. En fait, on éviterait le mot lièvre si tu as une élection ouverte. La question ne se posera jamais. Si tu as une élection. Si tu as une élection et une élection ouverte. À ce moment-là, personne n'aurait l'idée de dire que un tel est un lièvre. On dirait qu'un tel veut mesurer ses forces, ou bien un tel a des chances. Mais là, dans une élection fermée, on peut se poser la question, à ce moment-là, et essayer de chercher qu'est-ce qui motive les candidats. Moi, je considère que c'est une élection fermée, et donc le questionnement, plutôt que de dire que ce sont des lièvres, on peut essayer de comprendre qu'est-ce qui motive Ali Benflis, qui en est à son troisième coup, qu'est-ce qui motive un tel autre, et ça deviendrait ça le sujet. Mais alors la définition du lièvre, c'est un coureur chargé de favoriser la performance d'un autre concurrent. La rémunération est l'une des raisons qui pousse les coureurs de demi-fond à être des lièvres. Donc, on peut pas appliquer ce terme aux candidats, en fait, parce que... la rémunération, c'est pas forcément de l'argent, hein, c'est de la reconnaissance politique. C'est un statut, c'est de pouvoir participer au pouvoir, au gouvernement, les assemblées, au Parlement, dans les prochaines échéances. Mais Abed, moi, je trouve qu'il est quand même un peu utilisé abusivement. Moi, je me souviens de vous deux, parlant de lièvre à son insu, par exemple, dans le cas de la candidature qui n'était pas encore annoncée de Ali Reddiri. À ce moment-là, est-ce qu'on peut pas utiliser on peut pas être lièvre à son insu? Non, j'ai pas dit lièvre à propos de M. Reddiri. C'est Akram. Oui, d'accord. Mais
Non, il y a une situation, on la voit. Nous savons à peu près qui va à cette élection pour quel objectif. Si rémunération il y a, si récompense il y a, c'est pas forcément de l'argent sonnant et trébuchant, ça peut être d'autres récompenses. Et il y a des gens qui y vont pour ça. Ça peut être une logique défendable. Moi, je peux comprendre quand M. Benflis a créé son parti, qu'il est allé aux élections. J'ai trouvé un peu de cohérence dans sa démarche. Je partage pas, mais c'est cohérent. Ce que fait Abdelaziz Belhaïd, c'est cohérent. Le MSP, on va parler d'autres gens. Le MSP, c'est un parti qui a un pied au pouvoir et un pied dans l'opposition. Il rêve de participation. Tout un courant du MSP vit de la participation au pouvoir. Il vit de ça. Donc, ils vont aller aux élections. On va voir comment va organiser la récompense. Si tu veux, mais d'une manière ou d'une autre, ces gens-là savent du moment qui. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'ils savent que l'élection est fermée? Moi, je pense qu'ils sont pas ignorants comme tout, que si Bouteflika est candidat, l'élection est fermée. La question, implicitement, il donne du crédit à cette élection, qu'on le veuille ou non. Mais quel est le gain, si c'est à niveau personnel, au plan politique, un gain personnel, ça peut se discuter. Est-ce que ça fait avancer la vie politique algérienne? C'est une autre question. C'est la question. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que si Abdelaziz Bouteflika ne se présente pas, c'est un gage d'ouverture pour les élections? Non. Non. Donc, quelle que soit c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Pas du tout suffisante. Voilà. Non, en fait, ce qui gêne dans cette histoire-là, c'est que les gens qui vont aux élections, ils vont dans une logique de pouvoir, pas dans une logique de solution aux problèmes du pays. Et j'ai envie de faire une petite dissertation. Moi, je suis sidéré par cette espèce d'aveuglement. Il y a ce qui s'est passé cette semaine est extraordinaire. J'aurais dû dire ça dans l'événement de la semaine. C'est l'emballement du train du 5e mandat. On a l'impression que quelqu'un appuie sur un bouton et le train est parti. Et pourtant, ce qui se passe, enfin, on a des faits qui sont là. Si M. Bouteflika est candidat, et moi je n'ai aucun doute, il sera président. Donc tout parler d'élection n'a aucun sens. Dans le même temps, on souhaite que l'élection contribue à régler le problème du pays. Est-ce que vous vous rappelez, je vais citer deux choses sur l'état du pays. Deux choses très simples. Nous allons avoir une dite élection présidentielle où nous allons voter pour un cadre. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Deuxième élément, qu'est-ce qui s'est passé en 2018 sur la scène politique algérienne? Il y a eu 3 ou 4 chefs de légion militaire qui ont été dégommés, le patron de la police, le patron de la gendarmerie. Et en même temps, on a un ancien numéro 2 du DRS qui est en prison pour des faits pour lesquels il a été jugé et condamné. Les informations que nous a données le pouvoir, elles signifient quoi, ces informations? On nous a dit que l'appareil militaire et sécuritaire du pays est dirigé par des malfrats. C'est ça l'information. Alors, on a tout ça, donc on veut nous dire que c'est des malfrats qui dirigent l'appareil militaire et sécuritaire, et dans le même temps, nous acceptons d'aller voter pour un cadre, et nous savons que ce cadre sera élu. Il n'y a aucun doute. On est où? On est en République populaire. On est en Algérie en 2014. Moi, je pense que si Bouteflika se présentait, c'est fondamentalement parce qu'il n'y a pas consensus au sein du système sur un élément donné. Plutôt le contraire. Si Bouteflika ne se présentait pas, c'est qu'il n'y a pas consensus. Donc l'élection n'est pas tout à fait ouverte, mais elle l'est d'une certaine manière. Ça veut dire qu'ils vont filtrer à la base les candidats qui étaient en lice dans les coulisses vont s'affronter sur la scène
politique. Et si Bouteflika se présente, dans ce cas, il n'y a pas lieu de discuter, c'est lui qui va passer, donc c'est fermé. Oui. Bon, ce qui s'est passé, ce début de pré-campagne, parce qu'on est dans la pré-campagne, il provoque un tort. On passe d'une situation où on ne parlait pas des élections présidentielles en Algérie, on en parle au café presse politique, mais dehors on n'en parlait pas avant la convocation du corps électoral. La télévision n'en parlait pas, jusqu'à le conseil des ministres. C'était un sujet complètement absent. Bien. On s'est mis subitement à en parler. Et ce à quoi vont servir ces candidats folkloriques, c'est de confisquer le vrai débat aux Algériens. Parce que, évidemment, les télévisions mainstream, les télévisions officielles, vont aller les faire parler comme si on était dans un processus normal. Voilà, ça sert quand même à quelque chose. Et ceux-là, effectivement, ce sont d'une certaine façon des lièvres. Parce que, ne serait-ce que parce qu'ils nous dévient du vrai débat, ils donnent le sentiment qu'on est dans un processus normal. On n'est pas dans un processus normal. Il y a un 5e mandat qui se prépare. Il y a un candidat qui est malade, qui est absent, dont la situation est complètement inconnue, qui va peut-être ce serait une catastrophe, mais peut-être être élu. Et donc, à nouveau, la situation n'est pas, de ce point de vue-là, du tout rassurante. Alors, évidemment, quand on est dans un scénario de ce type-là, il y a toutes les spéculations qui se mettent en place. Moi, j'ai été dans beaucoup d'activités cette semaine. J'ai écouté des responsables politiques, etc. Il y a des personnalités qui aujourd'hui, le RCD, on a le plaisir de recevoir ici une personnalité que j'ai trouvée vraiment intéressante. C'est Mohsen Blabas du RCD qui moi je comprends un peu mieux le processus de Zeralda depuis que je l'ai entendu chez nous à Radio M. C'est vraiment quelqu'un qui a une disposition de rassembleur, qui a, je pense, beaucoup aidé à mettre en place le processus de Mazafran. C'est vraiment quelqu'un d'ouvert. Lui dit qu'il n'y a pas pour le RCD, il n'y a pas d'élection. C'est pas une élection, c'est une nomination. C'est exactement les mêmes termes que j'entends chez le FFS. De ce point de vue, il y a une convergence complète, totale, et il considère qu'il faut pas dealer avec cet événement. Mouattana a pris une position qui va un peu dans le même sens, en considérant que on ne peut pas jeter la pierre à ceux qui ont retiré les dossiers cette semaine, parce que à tout moment, il peut y avoir je rappelle que il est arrivé que des lièvres gagnent des élections, parce que gagnent des courses en demi-fond. Oui, parce que des lièvres qui vont jusqu'au bout, moi, parce que la prime à l'arrivée est plus forte que la prime qu'on leur donne pour être lièvre. Hein, ça existe aussi, ça. Mais s'il y a un accident pour le favori, on est content d'avoir été le lièvre et de gagner. Donc il y a cette position, donc il appelle au candidat de se retirer si jamais Bouteflika se présente. Et on a tout entendu cette semaine, et on a tout entendu, toutes les possibilités. Il y a même des analystes qui pensent que Ali Rdiri a dealé en secret, en réalité, avec le clan présidentiel pour lui garantir une sortie honorable. Et en fait, c'est lui le vrai candidat du camp présidentiel. Et qu'à la fin, à la dernière minute, Bouteflika ne va pas y aller, c'est Rdiri qui va gagner. On a tout entendu dans ce système. Bon, non, c'est pour vous dire qu'on est dans une situation. Je suis content d'avoir fait rire. Même Abdou Semmar l'a pas dit. Donc voilà, donc on est dans une situation, pour vous dire, hein, j'ai pris l'anecdote peut-être la plus burlesque, voilà, pour vous dire que et ça va être comme ça dans les jours qui viennent. Mais alors justement, je veux juste ajouter quelque chose. Beaucoup de partis appellent au boycott. C'est vrai que si Bouteflika se présentait, il faut boycotter parce que c'est lui qui passe. Mais s'il ne se présente pas, il faut y aller. Hassan dit que c'est pas un processus normal, mais la normalité est congénitale au système algérien. Si on se mettait à attendre à ce qu'il devienne un jour normal, on risque d'attendre 4-5 siècles. Donc, il attendra 48 heures avant le 5 mars pour annoncer sa candidature. Donc voilà. C'est une partie de poker. C'est une partie de poker. C'est une vraie partie. Voilà. Mais le match est le bio. Attends, on ne peut pas, on ne peut pas laisser passer ça. Quelqu'un qui a la prétention de briguer la présidence de la République et qui ne sait pas si M. Bouteflika sera candidat ou pas, je suis désolé, ça n'a aucun sens. Non. Mais le retrait peut se faire même la veille de l'élection. J'ai rencontré Ali Belfit il y a 15 jours. Il était très hésitant par rapport à sa démarche. Et de ce que j'ai compris avec mes amis qui sont allés lui rendre visite, c'était que probablement il ne se présenterait pas. Mais je me mets à la place d'Ali Benflis. À mon avis, il sait que Bouteflika va y aller. Il n'a aucun doute là-dessus.
Mais il sait en même temps qu'il peut toujours se passer quelque chose, jusqu'à la dernière minute, qui fasse que Bouteflika ne puisse pas y aller. Et ça, on le ressent, y compris chez les soutiens de Abdelaziz Bouteflika, qui sont hésitants. Vous avez noté qu'Amar Abdel Younes a réservé un petit peu sa réponse. Bon, je m'attends à ce qu'il le rejoigne. Mais il a réservé sa réponse. On sent pas le même enthousiasme qu'en 2014 pour le 4e mandat. Il y a comme un doute sur la capacité de Bouteflika à aller au Conseil constitutionnel, se déclarer comme candidat et assurer la suite, c'est-à-dire aller faire prêter serment. Il y a une hésitation par rapport à cela, qui fait qu'on sait qu'il veut y aller. Ali Benflis n'a aucun doute là-dessus. Et donc, la critique que lui fait Abdel, à mon avis, n'est pas justifiée. Par contre, il se dit que s'il n'y va pas du tout, que s'il se donne pas les moyens d'être candidat, dès qu'à la dernière minute, il y a un autre candidat qui sort, ce qui change la donne. S'il y a un autre candidat du système Bouteflika qui sort, eh ben, il va se mordre les doigts de ne pas s'être préparé. Donc, moi, je m'attends à ce que raisonnablement et logiquement, Ali Benflis se retire si Bouteflika se présente. Il y a des choses qui ne marchent pas. Le système ne va pas sortir un nouveau candidat de sa poche en 2 mois. Le système prépare son candidat. Sauf si Bouteflika ne peut plus. Deuxièmement, on ne peut pas aller à une élection dans une course, puisqu'on reprend l'exemple de l'athlétisme, on peut pas aller à une course en espérant que le favori se casse la jambe. Ça n'a pas de sens. Mais le problème, c'est que Bouteflika risque si on va à la présidentielle, il y a un non-dit, il est très gênant. Moi, je pense que le pouvoir a probablement, le système, les Moumehemouch, a probablement installé 1 ou 2 alternatives dans les candidats au cas où. Mais avec le cas où, il va pas miser sur ça pour devenir président. Attendez, on est en Algérie. Il faut pas être dans l'état d'esprit. J'aimerais passer à ma prochaine question. C'est sur Ali, puisqu'on voulait parler de candidat par candidat. Moi, je m'intéresse à Ali Rdiri. Et ce, non pas parce que les femmes et les intellectuels aiment les militaires, comme semblent penser certains de mes amis, mais parce qu'il est pour moi la surprise de cette... c'est Mohamed Bessa qui a posté que les femmes, les femmes comme les intellectuels aiment les militaires. Non, c'est pas par machisme. Je pense qu'il citait Malraux. Attendez. C'est sa première élection, Ali Rdiri. C'est vraiment une surprise. Il a décidé d'oser se porter candidat alors qu'il a été ouvertement menacé par les communiqués du MDN d'être jeté en prison en lui rappelant le devoir de réserve des militaires. Donc, d'après vous, qui c'est qui veut commencer? Pourquoi Ali Rdiri se présente? Je peux dire de manière lapidaire. Rdiri, c'est Benflis en 2004. C'est-à-dire soutenu par un peu des médias qui trouvent que ça ferait une bonne alternative. Mais ils sont dans ce qu'on dit dans le wishful thinking, c'est-à-dire on souhaiterait que voilà. Il ressemble tellement à Benflis en 2004 que Benflis en 2019 se dit tiens, il va peut-être me prendre cette posture-là de l'alternative possible, et c'est pour ça, à mon avis, que Benflis a choisi de retirer le dossier de candidature. C'est pour aller dire pas parce que il est certain ou pas certain que Bouteflika soit dedans. Voilà, c'est des calculs. Pourtant, il a été menacé ouvertement de il y a des choses difficiles à dire. Enfin, on va pas les dire. Le fait que Ali Rdiri ait été un général pose problème pour beaucoup. Mais le fait de penser comme ça veut dire qu'on attribue au pouvoir, au système algérien, une puissance extraordinaire. Ça veut dire qu'il a un ascendant moral sur tous les membres qui le composent. Ce qui n'est pas vrai du tout. Le système algérien est très fragile, il n'a pas d'ascendant moral, y compris sur certains de ses serviteurs les plus ailés. Donc le fait que un des enfants du système plaide pour la rupture, c'est pour moi symboliquement un désaveu de ce même système. Nous autres qui sommes soi-disant dans l'opposition, on se met toujours dans la tête qu'on est faible, on vit dans un état d'esprit de lièvre, qu'on ne vaut rien, qu'on ne peut rien faire face au système géant. C'est pas vrai. Le système est fragile. Le fait que Ali Rdiri
et exprime cette volonté d'en découdre avec le système est un désaveu total pour ce système. C'est une carte qu'il ajoute à l'opposition. Donc, il vaut ce qu'il vaut. Moi, la seule chose, je pense que sa candidature, c'est quelque chose de formidable, d'audacieux, ne serait-ce que parce qu'il désavoue ce système. Ensuite, le seul problème qui se pose le concernant, c'est que c'est pas quelqu'un qui a une carrière politique, etc. Il n'a pas une expérience politique de terrain et c'est un peu son talon d'Achille. Mais pour le reste, je crois que c'est bien. Il faut, nous autres qui contestons ce système, cessons, rompons avec cette élégance dans les positions et être plus pragmatique. C'est bien beau de dire je boycotte l'élection. C'est très élégant intellectuellement. Je boycotte. Je suis au-dessus de la mêlée. Mais à côté, l'élection va se tenir. Elle va nous donner un président qui va tout de suite après son investiture prendre des décisions qui engagent notre destin à tous. Donc, il faut mener des combats. Ce n'est peut-être pas c'est pas en 2019 peut-être qu'on va gagner, mais il faut mener ces combats, ne serait-ce que pour dire à ceux qui nous entourent qu'il faut maintenir la permanence de la lutte. Je ne suis pas de Mouattana, c'est des gens que je respecte. D'accord, on respecte ton point de vue, mais permets-moi de dire que pour moi, il n'y a pas d'élection. Exactement. Il n'y a pas d'élection. Tu dis l'élection va se faire. Pour moi, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection du tout. Hein, on est dans la fiction, on est dans une fiction totale. Si tu estimes que participer à la fiction, c'est un acte militant, c'est ton point de vue. Non, là, le vrai problème, le vrai problème, c'est que déjà, croire en l'élection, c'est croire au Père Noël. Là, tu es en train de croire au prince charmant, mais je suis au Père Noël. Tu es en train de croire au prince charmant. Tu es libre de penser comme ça. C'est clair. C'est ton avis, il n'y a pas de problème. Akram, toi, comment tu expliques la démarche d'Ali Rderi? Je sais pas. Je ne lui attribue, je ne le connais pas déjà. Je ne connais pas sa. Tu n'es pas le spécialiste des questions sécuritaires. Ce n'est pas une question sécuritaire. Les ressources humaines de l'armée, ça t'intéresse pas? Non. Les gens dans l'armée ne m'intéressent pas. C'est l'armement qui t'intéresse. Exactement. Les gens, ça n'a jamais été une histoire d'hommes. Non, je peux terminer. Quand même. Oui, pardon. Je pensais que tu avais terminé. Non, tu m'as interrompu avec une question en plus. Désolé. Du coup, tu m'as fait perdre le fil de ce que je disais. Les motivations d'Ali Rderi, je pense pas qu'elles soient mauvaises. Je pense pas que ce gars-là veuille saboter l'élection, veuille saboter quoi que ce soit. Je pense pas que je pense pas que c'est quelqu'un qui est imbu de lui-même. Au contraire, j'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même de très timide qui a pris sur lui d'aller affronter ce genre de Moulin. Exactement. Mais par contre, je pense que c'est un piège. Non, pas pour lui. Non, lui, il s'en tire. Hein. Lui, on peut le revoir dans 5 ans, dans 10 ans. Non, c'est un piège pour ceux qui croient au prince charmant. Et c'est un piège. C'est un piège parce que, je vais le dire de manière très sèche, parce que je n'arrive pas à trouver de parabole. Parce qu'on sait que c'est l'armée qui va décider du prochain président après la mort d'Abdelaziz Bouteflika. On le sait. Et que Ali Rderi est sorti contre l'armée, contre le chef d'état-major. Et donc, Ali Rderi va attirer comme un aimant autour de lui toute une intelligentsia qui a fait du wishful thinking par rapport à lui. Et cette intelligentsia n'aura pas droit de citer lorsqu'il faudra changer de président. Voilà. C'est clair. Sa candidature était intéressante sous plusieurs aspects. Beaucoup de gens disent du bien de la personne Ali Rderi, mais bon, on est dans un monde où les relais ne sont pas toujours fiables, donc on ne tient pas compte de ça. Sous un angle précis, ça pouvait être intéressant. Est-ce que Ali Rderi serait le candidat pour l'après? Il faut peut-être se rappeler un peu l'histoire Zerouel.
Zeroual qui a quitté l'armée, on a dit qu'il était en désaccord, Chadli, etc. Et puis le temps a fait son œuvre, il est revenu président. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui va prendre de l'étoffe pour le coup d'après? C'est une hypothèse. Il y a d'autres hypothèses aussi qui sont moins agréables. Bon, on verra. Mais je pense que c'est le candidat pour l'après-après. L'après-après. Ersan? Non, moi, je veux noter dans ce cas d'Ammar Ingrashen, dont j'ai beaucoup apprécié l'enthousiasme. On a besoin... Sans ironie de la part d'Ersan. Non, mais c'est... Oui. Pour une fois, enfin, c'est pas toujours le cas. On a divergé sur d'autres questions. Ce que je retiens, c'est que le général-major Ahmed Gaïd Salah a échoué à empêcher. Général-major, il est général de corps d'armée. Merci. Il est voilà, comme quoi la ressource humaine, tu connais quand même. Il faut bien. Le chef d'état-major n'a pas pu empêcher la candidature la question s'était posée. Dans l'entourage de Ali Rderi, je le sais, il y a des personnes qui ont dit peut-être qu'il faut prendre très au sérieux ces menaces-là et peut-être que ça ne vaut pas la peine d'aller jusqu'à la candidature. Donc il y avait une vraie pression. J'ajouterais même que la date d'annonce de la candidature a été avancée pour éviter une action punitive. On a pensé qu'à un moment donné, il pouvait lui arriver ce qui est arrivé au général Ben Hadid. Donc de ce point de vue-là, c'est un échec. Est-ce que cet échec-là signifie que pour l'avenir, celui qui s'est dressé contre le chef d'état-major s'est dressé contre l'armée et donc il n'a plus aucune chance? On ne parle pas de cette échéance-là. Moi, je suis d'accord. Moi, j'ai co-signé le communiqué de Mouattana qui appelle les candidats à se retirer avant l'élection si Bouteflika se présente, avant l'élection, avant le dépôt des candidatures, donc ne pas les déposer. On est d'accord. Sur cette échéance-là, on est d'accord. Mais est-ce que le mode de désignation, le mode d'élection du président algérien va être le même que celui que nous avons toujours connu après? Moi, je suis pas sûr. C'est en cela que moi, je diverge avec la classe politique traditionnelle, qui est fortement représentée dans le CPP, qui pense que ce n'est pas jouable ad vitam aeternam tant que les structures ne s'auto-réforment pas. Je suis désolé, pour la première fois de l'histoire, depuis 1962, nous avons une juxtaposition d'une crise du modèle économique sur lequel repose le populisme algérien et une crise générationnelle de la génération qui a fait l'indépendance et qui a conduit. En 86-88, on a une crise économique, mais la génération de novembre avait encore du jus, elle pouvait encore diriger le pays. Dans les années 80, on a commencé à voir cette génération décliner. Bouteflika l'a reconnu à la fin de cette période-là. Mais il y avait encore le modèle économique a continué à fonctionner. En 2019, les deux sont en crise et les deux vont s'enfoncer de plus en plus dans la crise et on n'est pas du tout sûr dans l'avenir que le modèle d'émergence du leadership politique en Algérie sera le modèle qu'on a connu les années d'avant. Et de ce point de vue-là, l'attitude de quelqu'un comme Ali Rderi est une anticipation intéressante. C'est possible. Juste pour ajouter un mot, si vous permettez, à écouter Saïd Jafar, Akram et Abdchalef, on croirait que les élections existent ailleurs. Ce qui n'est pas du tout le cas. Les élections n'existent pas ailleurs. Même en France. Elles n'existent pas en Tunisie. J'ai pas terminé mon raisonnement. Il y a tout. Mais non, si tu développes l'idée, c'est presque des théories du complot. C'est presque des théories du complot. Il y a des establishments, etc. J'ai quand même le droit de terminer ma phrase. Et on filtre toujours à la base. Celui qui n'a pas une place au pouvoir, on ne le laisse même pas être candidat. Et ensuite, dès lors qu'on aura arrêté la liste des candidats, le jeu est ouvert. En fait, il est fermé à la base. Et on est dans cette configuration aujourd'hui. Moi, je pense que si Bouteflika ne se présente pas, ça veut dire que c'est la fin d'une époque et la nouvelle époque qui va commencer avec cette élection va être un peu plus ouverte que ce qu'on a connu jusque-là. Alors moi, je voudrais revenir juste pour fermer... C'est possible, c'est tout à fait possible. Là, je te rejoins. Je voudrais revenir juste pour terminer la discussion sur Ali Rderi. Je voudrais poser cette question parce que cette supposition a été émise ici. Samir Bouakouir, ancien porte-parole du FFS, affirme que la remobilisation de cercles militaro-démocrates à l'origine du coup d'État de janvier 92 autour de la candidature d'un ancien général à la retraite, c'est-à-dire Ali Rderi, renferme les codes d'un possible putsch électoral.
l'idée que la candidature d'Ali Rdiri pourrait constituer un putsch contre le candidat officiel de l'armée avait été un peu dite ici par toi-même, Abed. Est-ce que personne ici ne pense que c'est... Non, il y a un élément, le seul élément... Les mots sont précis dans cette histoire-là. Oui, oui. Le mot putsch qui a été utilisé par toi. Oui, mais dans un sens extrêmement précis. J'ai dit, si M. Rdiri est élu, cela signifie qu'il y a un putsch. Parce que M. Rdiri est inconnu aujourd'hui. Comment il va avoir 50% des voix plus 1 ? C'est dans ce raisonnement-là. C'est tout. S'il est élu, ça veut dire que c'est un putsch. Point. Oui, mais l'idée de putsch ici que émet Samir Bouakwir, c'est-à-dire qu'il y a... Il tire une conclusion à partir de quelques éléments ténus. Quand il appelle les cercles militaro-démocrates, c'est un peu lointain qui soutient Rdiri. C'est vraiment ténu pour en tirer une conclusion qui n'est pas évidente. Moi je l'ai dit, Rdiri me ressemble totalement à Benflis en 2004, poussé par Mohamed Al-Ammari, soutenu par les journaux, et qui, en fin de compte, se rendent compte à la fin qu'ils ont été menés en bateau, parce que même une partie du FLN avait été menée en bateau. Sinon, moi, je vois pas de putsch derrière. Il faut peut-être apporter un bémol sur le soutien médiatique. Le soutien médiatique, on verra à partir de cette semaine sa sortie publique. J'espère qu'il en fera une d'ici d'abord. Ici, il nous a promis de passer d'abord à Radio 1, parce que on a quand même parlé de sa candidature longuement avant qu'elle ne se précise. Il entame sa campagne à Radio 1, il veut devenir président. Et donc les soutiens, les télévisions mainstream n'en parlent pas, les journaux n'en parlent pas, à part il y a des journaux importants qui n'en ont pas parlé. Et donc bon voilà, c'est ça. Je pense que ce qui est en train de se passer par rapport à la presse dans le cas d'Ali Rdiri, c'est comme pour ce qui se passe, là aussi je suis pas d'accord, et des anciens hauts gradés qui pourraient le soutenir, qui sont à la retraite, je pense qu'ils vont regarder comment ça va se passer. Il y a aucun chèque en blanc. Ils vont attendre de voir si ça fait pchit, ils auront rien fait. Si ça mord, si ça prend un petit peu, peut-être qu'ils vont exprimer un soutien. Et j'ajouterais que dans les milieux des affaires où là, il se dit beaucoup, la question se pose beaucoup de savoir quels sont les hommes d'affaires qui vont mettre de l'argent sur la campagne d'Ali Rdiri, parce que c'est une vraie question. Il y a aussi la même attitude de savoir un petit peu comment il va être reçu par l'opinion. Donc voilà, donc c'est pas un candidat qui a comme peut-être pour la comparaison avec Benflis, qui était quand même beaucoup plus soutenu dès le départ parce qu'il avait été Premier ministre et qu'il était dans le système quand il s'est présenté en 2004. Merci beaucoup à tout le monde. Restez avec nous. On revient dans 3 minutes exactement pour la deuxième partie du CPP. Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. C'est la deuxième partie du Café Presse Politique dans laquelle nous allons parler de la Harga selon le ministre de l'Intérieur. Samedi et dimanche dernier, un forum national sur la Harga s'est tenu au Palais des Nations à l'initiative du ministère de l'Intérieur. Les autorités inquiètes ont donc décidé de convier un cercle de réflexion sur les raisons qui poussent les Algériens, les jeunes Algériens, à quitter le pays en prenant des risques énormes pour leur vie et sur peut-être les moyens de les retenir. C'est une initiative a priori intéressante que les autorités se mettent à réfléchir sur cette question. Mais à l'ouverture de son allocution, le ministre de l'Intérieur, Noureddin Bedoui, a affirmé, j'ouvre les guillemets, il convient de préciser que plusieurs cas de Harraga ne sont pas liés à des conditions socio-économiques défavorables vu les opportunités de travail et d'investissement offertes, mais plutôt à la recherche d'une certaine classe sociale et du gain facile, selon les résultats d'études spécialisées.
Qu'est-ce que ça t'inspire? C'est non, quand tu dis que c'est une initiative qui est a priori intéressante. Oui, moi je pense, oui. Je le dis sincèrement, sans ironie. Oui. Ben, je peux dire ce que j'ai envie de dire. Oui, je te dis que je le dis sincèrement, sans ironie. D'accord. Oui. Oui, Abed, vas-y, explique-toi. C'est une initiative qui est venue à la suite de pressions externes. Ce n'est pas une décision d'ici de faire cette conférence. Il y a eu tellement de pression qu'on veut montrer qu'on fait les choses, qu'on est disposé à faire les choses. Et donc, on le fait dans un moment pour le politique qui est assez précis. Maintenant, ce que dit Bedoui sur les causes de la harga, quand il a fait cette déclaration, en principe, il dit qui me la déclaration et pour ces raisons, je démissionne. Parce que c'est lui qui gère le pays. S'il y a les problèmes, c'est lui. J'ajoute que je partage, là je dis kalimat haq, yuradu biha batal, je partage un certain nombre de choses sur la perception tal-harga. Ce n'est pas forcément le chômage, les questions économiques. C'est une espèce de désespoir, d'enfermement psychologique, sociologique, social. C'est un tout. C'est ça qui fait la harga. Lui, il parle de gain facile, hein, il ne parle pas de romain. C'est ça, c'est la question que je me pose. Il est dans l'amalgame, il est dans la propagande. C'est pas intéressant ce qu'il dit. Dans la justification. Moi, je pense que c'est un peu grave de dire que c'est la pression étrangère qui a provoqué cette réaction. Je trouve que c'est une manière d'être un peu offshore et hors sol par rapport à l'actualité en Algérie. S'il y a une seule chose qui perturbe le discours sur le bilan des années Bouteflika aujourd'hui et qu'utilise l'opposition dans ses discours, il faut regarder tous les discours de l'opposition citent le harga comme symbole des années Bouteflika. On termine avec un mouvement de désespoir dans la société qui touche les jeunes et qui aujourd'hui provoque des drames en mer. C'est un problème algérien et c'est celui qui percute et qui casse le bilan de Bouteflika. Il y a zéro pression étrangère sur cette question-là parce que c'est d'abord un problème algérien. Ils n'arrivent pas à assumer. Et aujourd'hui, dans leur bilan, comment dire, on a tout fait, on a réalisé, on a distribué, on a, et vous avez ces jeunes qui se jettent en mer. C'est le constat de l'échec. On n'a pas besoin de pression pour ça. Maintenant, la réponse, évidemment, quand on voit comment ils abordent le problème, ils l'abordent par cet aspect-là parce qu'il est dramatique. Mais moi, j'ai envie d'ajouter une couche. Le grand problème, c'est dramatique, bien sûr que les jeunes qui partent, c'est dramatique. Mais le grand problème de l'Algérie est en train de tout perdre. Parce que c'est la fuite des cerveaux qui s'est accélérée alors que la stabilisation économique s'est produite dans les années Bouteflika. On a élevé notre niveau de vie, on est redevenu le numéro 1 en Afrique en indice IDH, un indice de la ressource humaine, ce dont moi je suis très fier quand je croise d'autres personnes en Afrique et ailleurs dans le monde. Mais on a maintenu le désespoir des années 90. Il est supérieur à celui des années 90. Il y a plus de gens qui veulent quitter ce pays que pendant les années 90. Voilà. Et ça touche les couches. Ça touche. Il y a une fuite des cerveaux. L'Algérie est classée beaucoup plus mal que le Maroc et la Tunisie dans sa capacité à retenir ses talents et sa capacité, bien sûr, à en attirer d'autres. Voilà. Et le problème, évidemment, celui-là, on va moins en parler parce que si on parle de celui-là, on passe dans la phase politique. Et pas seulement la phase économique. Parce que les gens qui partent dans cette catégorie-là, ce sont des gens qui vont avoir une demande sociale plus complexe, dans laquelle il y a les droits, la liberté, il y a des critériums qui sont différents de ceux qui peut-être se mettent sur un bateau pour aller se jeter en mer. Évidemment, de ce point de vue-là, c'est très compliqué. Je suis obligé de dire un mot sur ça parce que mon argumentaire est supposé être complètement faux. M. Qadi Ihsan dit que cette question de la harga, c'est la tache noire du bilan de Bouteflika. De l'ère Bouteflika. Mais Bouteflika ne présente pas de bilan. Il s'en fout. Il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Il n'a pas de compte. Il gourbelait l'opposition, met le doigt sur la plaie pour axer sur ça. Mais il s'en fout de l'opposition. C'est pas l'opposition qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est les partenaires externes quand la pression devient trop forte. Là, il est obligé de répondre quand c'est vraiment nécessaire. Mais pour le reste, sur le plan interne, est-ce que le président Bouteflika a présenté un bilan depuis qu'il est là? Est-ce qu'un ministre a présenté un bilan? Je vous invite à suivre hashtag ONAPNT, l'Observatoire national des promesses non tenues.
incroyable sur Twitter, vous pouvez suivre ça. Ce que les ministres promettent et qu'ils ne font pas, ils font jamais rien. Mais ils s'en foutent complètement. Donc parler de bilan, ça n'a aucun sens. Maintenant, sur le fond, oui, ça ce que Bedoui et tout le système ne veut pas admettre, c'est que nous avons toute une société qui est en stress post-traumatique. C'est un très grand drame. On est sorti d'une décennie noire, d'une guerre entre Algériens. Ils veulent pas dire guerre civile, mais c'est une guerre entre Algériens. C'est une guerre qui a traversé les familles, qui a cassé des amitiés, qui a poussé une partie de l'intelligentsia algérienne à partir, et elle a continué à partir jusqu'après. On est dans un stade de stress post-traumatique qui n'a pas été traité, qui continue de ne pas être traité. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui interpelle très fortement. Quand tu as des gens très instruits et des gens peu instruits qui ont la même envie de partir, c'est un signe très lourd et très significatif. Que quand Bedoui dit le gain facile, il est passé le mois, il est vraiment dans une bulle, il se rend pas compte, et il se raconte lui-même des histoires. C'est du niveau de celle-là quand il parle du Maroc. Oui, je suis d'accord avec Hassan, c'est une preuve de l'échec des années Bouteflika. Elle est flagrante et indiscutable. Le fait que des milliers prennent comme ça des barques de fortune et que les cerveaux aussi fuient, c'est une preuve d'échec. Et Bedoui est insolent dans ce qu'il raconte, d'autant qu'il accuse la presse. Il dit que certains sont incités par la presse à quitter, à faire une aventure suicidaire. C'est ridicule comme façon de justifier politiquement un drame aussi grave. Mais ce sur quoi je ne suis pas d'accord, c'est ce tableau très noir qu'on fait de l'Algérie. Moi, je pense que le système n'est pas totalement mauvais. Il a besoin, ne serait-ce que pour se maintenir, d'un minimum de garantir un minimum de stabilité, un minimum d'encadrement pour se maintenir, se perpétuer, se reproduire. Ce qui fait que pour atteindre cet objectif, il fait quand même certaines choses positives. Quand un problème sérieux lui éclate à la figure, il essaye de le résoudre à sa manière, maladroitement, ça veut dire. Mais il essaye quand même. Moi, je suis gêné de commenter un ministre de la fin du 4e mandat et de parler de son échec. Est-ce que je rappelle l'image de tout à l'heure. Ce pays a fait novembre 54 et il va élire un cadre. Qu'est-ce qu'on peut dire en termes d'échec? Est-ce qu'on peut avoir plus grave que ça? Ça y est, ce volet, moi je l'évacue, le volet. Mais il y a le volet concret, il y a la symbolique. La symbolique, c'est vrai que c'est démoralisant, mais concrètement, on n'a pas de soldats étrangers sur le sol algérien. On a quand même un semblant de souveraineté sur le territoire algérien. On n'est pas non plus le Soudan. Donc, c'est vrai que symboliquement, on est dans la démoralisation la plus totale, mais concrètement, il y a des éléments qui nous permettent de maintenir une certaine vie, une certaine dynamique dans ce pays. Directement donner de l'argent aux Algériens, ça ne résoudrait pas le problème. Il y a un problème de dignité en Algérie. Notre dignité ne nous appartient plus. Aujourd'hui, on peut perdre notre dignité face aux premiers policiers de la circulation. On peut se faire agresser et nous faire insulter quand on va déposer plainte. On peut passer des années devant le tribunal pour ne rien obtenir. C'est ça la véritable problématique. Ce n'est pas une problématique économique, c'est une problématique de justice. De justice psychologique, sociale, sociologique. Non. Il y a un ensemble de tout d'accord. Il y a trop de subjectivité dans ce constat. Je ne suis pas du tout d'accord. Merci Ammar, c'est la fin de l'émission. Mais avant de terminer, je voudrais juste dire un mot sur le procès en appel de Adlan Mellah, journaliste Hassan. On a attendu la journée. À l'heure où le CPP allait commencer, il n'y avait toujours pas de retour. Il y a eu une grande bataille de procédure entre les avocats et le procureur de la République autour du report
du procès. Adlan Mellah s'est présenté à la barre de la cour d'Alger au Ruisseau dans un état de fatigue très très avancé. Il est toujours en grève de la faim. Il est toujours en grève de la faim. Et donc il y a eu une bataille de procédure pour obtenir immédiatement la libération provisoire et reporter le procès. Ça a été rejeté parce qu'il y avait plein de vices de forme dans la procédure. Et donc finalement le juge a imposé le jugement et sur le fond. Donc l'affaire est en train d'être jugée sur le fond. On aura sûrement dans la soirée, je l'espère, du nouveau et surtout je l'espère l'élargissement de Adlan Mellah qui est arrêté juste pour attroupement. Nous on était attroupés, les collègues et les soutiens de Adlan Mellah, on était attroupés sur la chaussée. On aurait pu se retrouver dans la même situation d'être inculpés d'attroupement. Merci à tous, merci à nos auditeurs. C'est la fin du Café Presse politique. Merci à Soumia Ferkali à la réalisation, Mohamed Bouktash à la production et Nabil à l'image. À la semaine prochaine. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le Café Presse politique.